Je n'aurais jamais pensé que mon propre frère serait celui qui saboterait mon avenir. Mais après tout, je n'aurais jamais pensé non plus que ma famille me traiterait comme si j'étais destinée à l'échec pendant qu'il polissait le piédestal doré de mon frère. Je m'appelle Emma, et voici l'histoire de comment mon frère David a supprimé tous mes emails d'acceptation universitaire, comment j'ai raté l'orientation dans l'université de mes rêves, et comment j'ai quand même réussi à obtenir mon diplôme summa cum laude pendant qu'il abandonnait en deuxième année. En grandissant, j'ai toujours été l'autre dans ma famille. David avait 3 ans de plus que moi, et dès qu'il a obtenu de bons résultats à un test d'évaluation à la maternelle, mes parents ont décidé qu'il était destiné à la grandeur. Moi, j'étais juste Emma, la fille qui mettait un peu plus de temps à lire, qui préférait les cours d'art aux maths, qui posait trop de questions qui n'étaient apparemment pas du genre intelligent. Ma mère avait l'habitude de soupirer en regardant mes bulletins scolaires, même quand ils étaient corrects. Bon, au moins tu essayes, disait-elle, comme si essayer était tout ce dont j'étais capable. La vraie division a commencé au collège. David a intégré un prestigieux programme préparatoire pour élèves doués, et soudain notre maison est devenue un sanctuaire dédié à ses réussites. Ses projets de foire scientifique ornaient la cheminée, ses certificats de tableau d'honneur recouvraient le réfrigérateur. Ses livres de préparation au SAT occupaient le bon bureau d'études dans le salon. Quand j'ai demandé si je pouvais utiliser le bureau pour travailler sur mon projet d'histoire, mon père a carrément ri. Emma, tu peux travailler à la table de la cuisine. David a besoin d'un environnement approprié. Il va intégrer une université de l'Ivy League. J'ai travaillé à la table de la cuisine pendant 6 ans après ça. Au lycée, le schéma était gravé dans le marbre. David était le cerveau, qui deviendrait médecin ou avocat. J'étais la créative, ce qui était le code familial pour « pas faite pour l'université ». Pendant ma seconde, j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre. La voix de ma mère traversait le mur jusqu'à ma chambre. « Il faut qu'on soit réaliste avec Emma », a-t-elle dit. Peut-être un IUT pendant 1 an ou 2, ensuite elle pourrait obtenir un certificat quelconque. Tout le monde n'est pas fait pour l'université. Au moins, elle ne pose pas de problème, a répondu mon père, et elle finira probablement par se marier de toute façon. Certaines filles ne sont tout simplement pas académiques. J'ai pleuré dans mon oreiller cette nuit-là, mais quelque chose d'autre s'est produit aussi. Quelque chose s'est durci en moi, une détermination silencieuse que je ne leur laisserai jamais voir. Si ma famille me trouvait stupide, très bien, je leur prouverai qu'ils avaient tort. Mais je le ferai à ma manière, en secret, là où leurs doutes ne pourraient pas m'atteindre. En première, j'ai commencé à rester tard à l'école. J'ai dit à mes parents que j'étais au club d'art, ce qu'ils ont trouvé appropriément niveau Emma, et n'ont jamais remis en question. Mais je ne peignais pas. Je rencontrais Madame Richardson, la conseillère d'orientation universitaire, qui avait remarqué quelque chose que mes parents n'avaient jamais vu. Elle voyait que mes notes étaient en fait bonnes, vraiment bonnes, quand on ne me comparait pas à David. Elle voyait que mes scores d'entraînement au SAT augmentaient. Elle voyait du potentiel. « Emma, » m'a dit Madame Richardson un après-midi, « tu pourrais intégrer d'excellentes écoles, des universités de premier plan, mais tu dois le vouloir pour toi-même, pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque d'autre. » Je le voulais, mon Dieu, je le voulais tellement. Nous avons élaboré un plan. Je passerai le SAT sans le dire à ma famille. Je postulerai dans des universités utilisant ma propre adresse e-mail, une que mes parents ne connaissaient pas. Je gérerai tous les frais d'application grâce à mon travail à temps partiel à la bibliothèque. Madame Richardson m'a aidé à obtenir les exonérations de frais auxquels j'avais droit en fonction de nos revenus familiaux réels, ce qui s'est avéré ne pas être la classe moyenne qu'elle prétendait être, ce qui signifiait que j'avais droit à une aide financière importante. La nuit où j'ai passé le SAT, j'ai dit à mes parents que je dormais chez mon amie Jessica. En lieu et place, la mère de Jessica nous a conduites toutes les deux au centre d'examen à 6 heures du matin. Mes mains tremblaient pendant que je remplissais les cases. C'était ça. C'était ma chance d'avoir un avenir où je n'étais pas juste Emma. 6 semaines après, les résultats sont tombés. J'étais assise dans le bureau de Madame Richardson quand elle les a affichés sur son ordinateur. Ses yeux se sont écarquillés. « Emma, regarde ça !» 1520 sur 1600. Je fixais l'écran n'en croyant pas mes yeux. C'était vraiment bien. C'était mieux que bien. C'était dans le 99e percentile. « Tu sais ce que ton frère a obtenu ?» demanda doucement Madame Richardson. Je le savais. Ma mère lui avait organisé un dîner quand il avait reçu ses résultats en première. Elle avait même fait faire un gâteau. 1340, murmurai-je mon bas serveur. Tu l'as dépassé de 180 points, dit Madame Richardson.
Emma, tu n'es pas seulement faite pour l'université, tu es faite pour l'Ivy League. Nous avons toutes les deux convenu de ne pas dire à ma famille. Pas encore. Pas avant d'avoir des lettres d'acceptation en main. Une vraie preuve qu'ils ne pourraient pas rejeter ou minimiser. Alors je suis rentrée ce soir-là, j'ai dîné pendant que David parlait de ses prochains entretiens universitaires à Georgetown et Duke, et je n'ai rien dit quand mon père m'a demandé si j'avais pensé à postuler à l'IUT du centre-ville. Peut-être, j'ai dit, je vais regarder leur programme d'art. Ma mère a souri. C'est très sensé, Emma. Tu es réaliste avec tes capacités. Je suis preuve que tu connaisses tes limites. Je me suis excusée et suis montée à l'étage, où j'ai passé 3 heures à travailler sur ma dissertation pour Common App. Le sujet que j'ai choisi portait sur la persévérance face au doute. Je n'ai mentionné pas ma famille spécifiquement, mais Madame Richardson a dit que c'était puissant, brut, le genre de dissertation dont se souvenaient les responsables d'admission. En octobre de ma terminale, j'avais soumis des candidatures à 15 universités. Un mélange d'ambitieuses, de probables et de sûres. En bien qu'honnêtement, après des années à m'entendre dire que je n'étais pas assez intelligente, tout me semblait ambitieux. Stanford, MIT, Northwestern, Johns Hopkins, Yale, Cornell, et l'école de mes rêves secrets, celle pour laquelle j'osais à peine espérer, Princeton. J'étais tombée amoureuse du département d'anglais de Princeton pendant des heures de recherche nocturne. Leur programme d'écriture créative, leur exigence de thèse, l'architecture gothique que je n'avais vue qu'en photo. Cela semblait impossible, mais Madame Richardson m'a encouragée à essayer. On rate 100% des tirs que l'on ne tente pas, a-t-elle dit, et Emma, tu es meilleure tireuse que tu ne le penses. Les candidatures m'ont coûté d'innombrables nuits de travail secret, des dissertations révisées des dizaines de fois, des lettres de recommandation de professeurs qui me connaissaient vraiment, pas de professeurs qui connaissaient juste la petite sœur de David, un portfolio de mes écrits que je n'avais jamais montré à personne à la maison. Mes doigts étaient ankylosés à force de taper, mes yeux brûlaient à tous de l'écran. Mais chaque fois que je voulais abandonner, je me rappelais la voix de ma mère à travers le mur. Tout le monde n'est pas fait pour l'université. Je lui montrerai pourquoi j'étais faite. Décembre a apporté l'acceptation en décision anticipée de David à Georgetown. Mes parents ont organisé une autre fête. Des proches sont venus. Ma tante Suzanne n'arrêtait pas de serrer David dans ses bras en pleurant de fierté. Mon oncle Marc lui a donné un chèque de 500 $ pour commencer son fonds universitaire. Pendant ce temps, j'aidais à servir les amuse-gueules dans la cuisine. Invisible comme toujours. « Tu as réfléchi à ce que tu vas faire l'année prochaine, Emma ?» m'a gentiment demandé ma tante Suzanne pendant une pause. « Peut-être une année sabbatique, du bénévolat. Tu pourrais faire une introspection avant de trouver ta voie. » Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. « Emma va aller à l'IUT pendant 1 an ou 2. Se débarrasser des cours de base, c'est le choix intelligent financièrement. » Le choix intelligent. Comme si j'avais d'autres choix. Comme s'il m'avait jamais demandé ce que je voulais. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, une fois David sorti fêter avec ses amis, j'ai vérifié mon compte email secret. Mon cœur a failli s'arrêter. Là, dans ma boîte de réception, il y avait un email de l'université de Princeton. Objet, mise à jour sur le statut de votre candidature. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais pas à peine à cliquer pour l'ouvrir. Les résultats d'action anticipée ne devaient sortir qu'à la mi-décembre. C'était en avance. C'était... Chère Emma, félicitations. C'est avec grand plaisir que nous vous offrons l'admission anticipée à l'université de Princeton pour la promotion 2028. Je l'ai lu 5 fois, 10 fois. Je me suis levée, assise, relevée. J'avais été acceptée. J'avais vraiment été acceptée, à Princeton, à l'université de mes rêves. L'email mentionnait également une considération de mérite, les détails du package complet d'aide financière à venir et une invitation à un week-end pour étudiants admis en avril. Je voulais crier. Je voulais descendre en courant et mettre l'email sous le nez de mes parents. Mais quelque chose m'a arrêtée. La fête venait d'être pour David, sa réussite, son avenir. Si je disais quelque chose maintenant, on dirait que j'essayais de lui voler son moment. Et puis, une petite partie protectrice de moi voulait garder ce secret juste un peu plus longtemps. C'était à moi, ma réussite, mon avenir. Je n'étais pas prête à les laisser le toucher. Au cours du mois suivant, d'autres emails sont arrivés. Cornell, accepté. Northwestern, accepté avec une bourse de mérite de 25 000 $ par an. Johns Hopkins, accepté dans leur programme d'écriture. Yale, liste d'attente, ce qui était honnêtement une victoire étant donné que je m'attendais à des refus partout. Stanford, accepté avec invitation à leur programme de sciences humaines. J'avais été acceptée partout. Partout. Madame Richardson a pleuré quand je lui ai montré les lettres lors d'une de nos réunions secrètes. « Emma, tu comprends ce que ça signifie ? Ces écoles te veulent. Pas à cause de ton frère, pas à cause de ta famille. À cause de toi, ton esprit, ton talent, ton potentiel. » Je commençais à la croire. Mais c'est là que tout s'est effondré.
Je ne le savais pas encore, mais David était suspicieux depuis des mois. Il m'avait remarqué rester tard à l'école. Il m'avait vu travailler sur mon ordinateur à des heures bizarres. Et une nuit, en janvier, quand j'ai été négligente et que je laissais mon téléphone déverrouillé sur le comptoir de la salle de bain pendant que je me douchais, il l'a fouillé. Il a trouvé mon email secret. Il a lu chaque lettre d'acceptation. Mon frère, l'enfant Golden, celui qui avait été accepté dans exactement une école en décision anticipée alors que j'avais été acceptée dans 7, a découvert que ma petite sœur ratée l'avait surpassé de toutes les manières mesurables. Et au lieu d'être heureux pour moi, au lieu d'être fier, il a fait un choix qui allait tout changer. Il ne pouvait pas supprimer les emails que j'avais déjà lus, mais il pouvait accéder aux paramètres de mon compte. Et c'est ce qu'il a fait. Il a changé mon mot de passe. Il a configuré un filtre qui supprimerait automatiquement tout email provenant de n'importe quel domaine universitaire. Et puis il s'est assis et il a attendu que je rate quelque chose d'important. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. J'étais toujours sur le nuage de mes acceptations. Je rencontrais toujours Madame Richardson pour discuter des packages d'aide financière et comparer les écoles. Princeton m'offrait une bourse complète. Frais de tuition, logement, repas, m'a mis une allocation pour les livres et les fournitures. La valeur totale dépassait 320 000 $ sur 4 ans. Je venais d'une famille qui m'avait fait sentir petite pour vouloir aller en université, et maintenant j'avais une bourse complète pour une des meilleures universités du monde. En février, j'ai décidé qu'il était temps de le dire à mes parents. J'avais été acceptée partout. J'avais un financement complet. Il n'y avait aucun moyen qu'ils puissent minimiser ça, aucun moyen qu'ils puissent me faire sentir petite à ce propos. C'était la preuve indéniable que j'étais aussi intelligente que David, peut-être plus. J'ai choisi un dîner de dimanche. David était là, mangeant le rôti de ma mère et parlant de ses options de logement à Georgetown. Mes parents l'écoutaient avec cette lueur familière de parents priés. Je me suis raclassé la gorge. « J'ai quelque chose à dire à tout le monde », j'ai dit. Mon père m'a regardé avec un intérêt modéré. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» J'ai postulé à des universités cette année, sans vous le dire, et j'ai été acceptée, partout. La table est devenue silencieuse. La fourchette de David s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. L'expression de ma mère passa de la confusion à l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu as postulé à 2 universités ?» a demandé lentement ma mère. J'ai sorti mon dossier. J'avais tout imprimé. Chaque lettre d'acceptation, chaque bourse de mérite, chaque paquet d'aide financière. Je les ai étalés sur la table comme une main gagnante de cartes. Princeton, Stanford, Cornell, Northwestern, MIT, Johns Hopkins. J'ai été acceptée dans toutes les écoles. Et Princeton m'a offert une bourse complète. Tout est couvert. Mon père a pris la lettre de Princeton, l'a étudiée comme s'il cherchait des signes de contrefaçon. C'est Emma, comment tes scores à l'SAT ? 1520, j'ai dit doucement. J'ai obtenu 1520. David a fait un bruit étouffé. Nos parents connaissaient son score. Tout le monde connaissait son score, parce que ça avait été une célébration familiale. Je l'avais battu de presque 200 points, et l'expression sur son visage m'a dit qu'il le savait déjà. Il le savait déjà et n'avait rien dit. La main de ma mère s'est envolée vers sa bouche. « Emma, oh mon Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? » « Parce que vous n'avez jamais cru en moi, aurais-je voulu dire. Parce que vous m'avez écarté avant même que j'aie une chance. Parce que vous avez donné à David le bon bureau et l'espace d'études tranquille et les cours de préparation universitaire et la présomption de succès alors que j'ai eu les miettes de la table de cuisine et des attentes réduites. » Mais je n'ai rien dit de tout ça. À la place, j'ai dit « Je voulais le faire toute seule. » Et je l'ai fait. Le reste du dîner a été flou. Mes parents n'arrêtaient pas de poser des questions, leur choc cédant lentement la place à quelque chose qui ressemblait à de la pierreté, bien que ça semblait creux. David était silencieux, trop silencieux, et il est parti tôt en prétendant avoir des devoirs. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas à ce moment-là, j'aurais dû voir le ressentiment dans ses yeux. 2 semaines plus tard, j'ai essayé de me connecter à mon portail de candidature pour vérifier des informations de logement pour Princeton. Mon mot de passe ne fonctionnait pas. Je l'ai réinitialisé, je me suis connectée et j'ai senti mon sang se glacer. Ma boîte de réception était vide, complètement vide. Des mois d'emails disparus. J'ai vérifié mon dossier de spam, ma corbeille, partout. Rien. Puis, j'ai vu le filtre. Suppression automatique de tous les domaines.edu. Créé le 15 janvier, le lendemain du jour où j'avais laissé mon téléphone déverrouillé. David. David avait fait ça. Je l'ai confronté ce soir-là. Il était dans sa chambre, faisant ses bagages pour un voyage à Georgetown. « As-tu supprimé mes emails ?» ai-je demandé depuis sa porte. Il n'a eu même pas la grâce de paraître coupable. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Mes emails universitaires,
Quelqu'un a configuré un filtre pour les supprimer. C'était toi, n'est-ce pas, quand tu as fouillé mon téléphone? Il s'est alors tourné vers moi et son expression était froide. Peut-être que si tu n'avais pas été aussi sournoise avec tout, gardant des secrets, agissant comme si tu étais meilleure que tout le monde, ça ne serait pas arrivé. Je n'agis pas comme quoi que ce soit. Je voulais juste aller à l'université sans que tout le monde me dise que je ne pouvais pas. Tu m'as fait passer pour un idiot, a-t-il dit platement. Tu sais ce que ça fait d'avoir ta petite sœur, celle que tout le monde trouve moyenne, débarquer soudainement avec de meilleurs scores et de meilleures écales? Tu m'as embarrassée, Emma. Tu as embarrassé toute cette famille avec tes candidatures secrètes et ton besoin de prouver quelque chose. Je l'ai fixé, cet étranger portant le visage de mon frère. Alors tu m'as saboté? David, ces emails étaient importants. Informations de logement, horaires d'orientation, documents d'aide financière. Alors tu aurais dû faire plus attention à tes mots de passe. Et il est retourné à ses bagages. J'ai quitté sa chambre en tremblant. J'ai immédiatement contacté toutes mes universités en expliquant que j'avais eu des problèmes d'email et en leur demandant de renvoyer toute information importante. La plupart des écoles ont été compréhensibles et aidantes, mais le mal était fait. J'avais raté des délais cruciaux. L'inscription à l'orientation de Princeton était close. Leur loterie de logement était passée. Le week-end pour étudiants admis auquel j'avais été invitée était venu et reparti sans moi. Quand j'ai appelé le bureau des admissions de Princeton au bord des larmes, la femme à laquelle j'ai parlé était compatissante mais ferme. « Je suis vraiment désolée que cela vous soit arrivé, Emma. Nous pouvons travailler avec vous sur le logement. Vous serez simplement assignée plutôt que de choisir. Mais l'orientation est obligatoire et nous avons tenu la nôtre il y a 3 semaines. La prochaine n'aura lieu qu'au début du semestre d'automne. » « Mais je n'ai jamais reçu les emails dessus, » j'ai dit désespérément. « Il y a eu un problème technique, ce n'était pas ma faute. » Je comprends et je vous crois, mais l'orientation est le moment où vous rencontrez les conseillers, vous inscrivez au cours, vous configurez vos comptes étudiants. Vous avez raté tout ça. Vous commenceriez avec un retard significatif sur vos pairs. Mon rêve s'écroulait entre mes mains. Alors que dois-je faire? Il y a eu une pause. Vous pourriez reporter votre inscription d'1 an, prendre une année sabbatique, postuler à nouveau dans le système le cycle prochain avec accès complet à l'orientation et tous les programmes de première année. Reporter, prendre une année sabbatique, voir David partir pour Georgetown pendant que je restais à la maison une année de plus, prouvant à ma famille qu'elle avait raison sur le fait que je n'étais pas prête pour ça. Cette idée me rendait malade. Ou, a-t-elle continué, vous travaillez 2 fois plus dur que tout le monde. Vous venez pendant l'été si vous le pouvez, vous rencontrez les conseillers individuellement, vous vous inscrivez en retard, vous acceptez le logement et les cours qui restent. Ce ne sera pas facile. Vous devrez rattraper tout le premier semestre. Mais si vous êtes déterminé, nous vous aiderons comme nous le pourrons. Je suis déterminée, j'ai dit immédiatement. Je ferai tout ce qu'il faudra. Et je le pensais. Mon frère avait essayé de ruiner ça pour moi, avait activement saboté mon avenir par jalousie et méchanceté, mais je n'allais pas le laisser gagner. Je n'allais pas le laisser me prendre ça. Cet été avant l'université a été le plus difficile de ma vie. Pendant que David faisait ses bagages pour Georgetown avec l'aide de mes parents, faisant des courses pour les fournitures de dortoir et assistant à des fêtes de départ, je travaillais en double service à la bibliothèque pour économiser de l'argent, suivant des modules d'orientation en ligne que Princeton avait accepté de me laisser accéder à distance, et me battant avec les bureaux administratifs pour m'inscrire aux cours. La plupart des bons cours étaient complets. Je me suis retrouvée avec des horaires bizarres, des professeurs dont je n'avais jamais entendu parler, un emploi du temps qui ne ressemblait à rien dont j'avais rêvé. Mon affectation de logement est arrivée fin juillet. J'avais été placée dans le dortoir le plus ancien et le moins désirable du campus, dans une petite chambre simple qui coûtait le même prix que les belles chambres doubles, mais offrait la moitié de l'espace. Ma situation de colocataire, l'expérience de création de liens que j'attendais avec impatience, était partie. Je serais seule pendant que tout le monde formait des groupes d'amis pendant la semaine d'orientation. Mes parents ont organisé une énorme fête de départ pour David. Ils ont invité tout le monde que nous connaissions. Il y avait une bannière, un gâteau, un diaporama de ses réussites. Plusieurs proches lui ont donné de l'argent. Mon oncle Marc lui a donné un ordinateur portable. Ma tante Suzanne lui a donné un mini-frigo pour son dortoir. Personne ne m'a organisé de fête. Quand je suis partie pour Princeton, 2 semaines plus tard, ma mère m'a conduite à la gare routière. Même pas jusqu'au campus, juste à la gare routière. Parce que mon père aidait David à emménager à Georgetown et ma mère devait rentrer pour un engagement de club de lecture. « Tu es sûre d'avoir tout ?» a-t-elle demandé, alors que je sortais mes 2 valises du coffre. Tout ce que je possédais pour l'université tenait dans 2 valises parce que j'avais tout acheté moi-même,
et que je ne pouvais pas me permettre grand-chose. « J'en suis sûre, ai-je dit. » Elle m'a brièvement serré dans ses bras. « Appelle quand tu arrives. Et Emma, essaie juste de suivre le rythme, d'accord ? Je sais que tu as travaillé dur pour rentrer, mais y rester est différent. N'aie pas honte si tu as besoin de rentrer à la maison. » Même maintenant, même après tout, elle s'attendait à ce que j'échoue. Je suis montée dans ce bus avec des larmes dans les yeux et de la fureur dans le cœur. Je leur montrerai à tous. Princeton, fin août, était magnifique, accablante et terrifiante. Tout le monde d'autre avait été là pour l'orientation. Ils connaissaient déjà le campus. Ils s'étaient déjà fait des amis. Ils avaient leurs manuels, leurs emplois du temps établis, leurs conseillers académiques assignés. J'avais un plan du campus, un formulaire d'inscription tardive et une détermination obstinée pure. La première semaine a été brutale. Je me perdais constamment. Je suis arrivée à mon premier cours d'anglais avec 10 minutes de retard parce que je ne trouvais pas le bâtiment. Mon labo de biologie était complet, donc j'ai dû le prendre à 8 heures du matin, ce qui signifiait me réveiller à 6h30. Je ne connaissais personne, je ne pouvais pas trouver de groupe d'études parce qu'il s'était formé pendant l'orientation. Je mangeais seule dans les cafétérias où tout le monde semblait déjà avoir 10 amis. J'ai appelé M. Richardson en pleurant un soir. « Je ne sais pas si je peux faire ça. » J'ai admis alors que je sortais mes 2 valises du coffre. « Tu as obtenu 1520 au SAT. Tu es entré à Princeton par ton propre mérite. Tu as survécu à une famille qui doutait de toi et un frère qui a littéralement essayé de te saboter. Tu peux gérer un premier semestre difficile. » Elle avait raison. Je pouvais gérer ça. Je devais le faire. Alors j'ai arrêté de m'apitoyer sur mon sort et j'ai commencé à travailler. Si tout le monde avait une longueur d'avance, très bien, je travaillerais plus dur. J'allais à toutes les heures de permanence des professeurs. Je me présentais, j'expliquais ma situation, je demandais des recommandations de lecture. Je rejoignais des groupes d'études, même si je ne connaissais personne, créant lentement des connexions. Je passais des heures à la bibliothèque, cet espace calme qui avait toujours été mon refuge, et j'étudiais comme si ma vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, c'était le cas. C'était ma seule chance de prouver que j'avais ma place ici, de prouver que ma famille avait tort, de prouver que David n'avait pas détruit mes chances. Les examens finaux du premier semestre sont arrivés, et j'ai à peine dormi. J'avais pris 18 crédits quand la plupart des étudiants de première année en prenaient 15, essayant de rattraper les exigences que j'avais manquées pendant l'inscription tardive. Mon calendrier d'examen était brutal, 4 examens en 3 jours. Mais je suis sortie de ce dernier examen en sachant que j'avais fait tout ce que je pouvais. Quand les notes ont été publiées en décembre, je me suis assise dans ma petite chambre de dortoir et je me suis connectée au portail avec des mains tremblantes. J'avais survécu au semestre. C'était suffisant, non ? Survivre était déjà une victoire. Mais ensuite, j'ai vu ma moyenne. 4.0. Parfait. Que des A dans tous les cours. J'ai appelé M. Richardson en premier, avant mes parents, avant qui que ce soit. Je l'ai fait, j'ai murmuré. Moyenne parfaite au premier semestre. Elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Emma, oh mon Dieu, tu sais à quel point c'est incroyable, surtout après tout ce que tu as traversé ? Je le savais. Mon Dieu, je le savais. Quand j'ai appelé à la maison, ma mère a répondu. David était là pour les vacances d'hiver. Je pouvais l'entendre en arrière-plan. Salut maman, je voulais juste te faire savoir que j'ai fini mon premier semestre. Oh, c'est merveilleux ma chérie. Comment ça s'est passé ? J'ai eu 4.0, que des A. Silence. Puis, Emma, c'est... Waouh, c'est vraiment impressionnant. Je peux parler à David ? Elle me lui a passé le téléphone. Ouais, a-t-il dit platement. Je voulais te remercier, j'ai dit, ma voix stable, d'avoir essayé de me saboter, parce que ça m'a fait travailler plus dur que je n'ai jamais travaillé pour quoi que ce soit. Et je viens de finir mon premier semestre à Princeton avec une moyenne parfaite. Alors merci pour la motivation. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Les 3 années et demie suivantes n'ont pas été faciles. Princeton était stimulant, exigeant, épuisant. Mais j'adorais ça. J'ai trouvé mes gens, d'autres étudiants boursiers qui comprenaient ce que signifiait de travailler pour tout. J'ai trouvé des professeurs qui me voyaient vraiment, comme M. Richardson l'avait fait. J'ai rejoint le programme d'écriture et j'ai remporté des prix pour ma thèse créative. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude, la plus haute distinction académique, avec une moyenne de 3,95 et l'acceptation dans 5 programmes de doctorat complètement financés. David, pendant ce temps,
a abandonné Georgetown à la mi-deuxième année. La rigueur académique était trop forte, a-t-il dit à mes parents. Il n'était pas prêt. Il avait besoin de temps pour se trouver. Il est rentré à la maison et a trouvé un emploi chez Best Buy. Ma mère m'a appelé quand c'est arrivé et je pouvais entendre la déception dans sa voix, même si elle essayait de la cacher. David prend du temps hors de l'école, a-t-elle dit prudemment. Nous avons tous besoin de chemins différents, n'est-ce pas? C'est vrai, j'ai dit. Je n'ai pas jubilé, je n'ai pas jeté à quelqu'un au visage. Son échec n'était pas ma victoire était la mienne. J'ai obtenu mon diplôme de Princeton par un bel après-midi de mai, portant mes cordelets de summa cum laude et mon étole d'honneur Phi Beta Kappa. M. Richardson est venue à ma remise de diplôme. Elle avait conduit 6 heures pour être là. Et quand j'ai traversé cette scène et entendu mon nom avec tous mes honneurs attachés, je l'ai cherché dans la foule en premier. Mes parents sont venus aussi. Ils se sont assis dans le fond. Ils n'avaient pas demandé s'ils pouvaient venir, n'avaient pas été invités, mais ils sont venus quand même. Après la cérémonie, ma mère m'a serré dans ses bras avec des larmes dans les yeux. « Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Emma, je suis tellement désolée que nous ne t'ayons pas vue, vraiment vue. C'étaient les excuses que j'avais attendues pendant des années, mais ça semblait creux maintenant. Trop tard. Ils avaient raté tout ce qui comptait. Chaque nuit tardive à la bibliothèque, chaque petite victoire, chaque moment où j'avais eu besoin que quelqu'un croie en moi. Je me suis vue moi-même, ai-je dit doucement. C'est ce qui comptait. Mon père a essayé de s'attribuer le mérite lors du rassemblement familial ensuite, racontant aux proches comment ils avaient toujours su que j'étais spéciale, comment ils avaient encouragé mon éducation. Je ne l'ai pas corrigé, je n'ai pas discuté. J'ai juste souri, me suis excusée et suis allée dîner avec Madame Richardson et mes amis de l'université. J'ai gens qui avaient vraiment été là pendant mon parcours. Quant à David, nous ne parlons plus beaucoup. Il m'envoyait un message le jour de la remise des diplômes. Juste 2 mots. « Félicitations, Emma ». Je n'ai jamais répondu. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées, même familiales. Surtout les relations familiales qui n'ont jamais vraiment été saines au départ. Je suis dans mon programme de doctorat maintenant, entièrement financé à l'Université Columbia, étudiant l'écriture créative et enseignant des cours de premier cycle. Je vis dans un petit appartement à New York que je paye moi-même. Je sors avec quelqu'un qui ne savait rien de mon histoire familiale quand nous nous sommes rencontrés, qui me connaissait juste comme Emma, l'assistante d'enseignement intelligente et motivée dans son cours de littérature. Parfois, ma mère appelle et demande quand je rentre pour les vacances. J'ai généralement d'autres plans. Conférences académiques, dates limites de recherche, une vie que j'ai construite loin des gens qui ont passé des années à me faire sentir petite. Je ne déteste pas ma famille. J'ai dépassé la haine vers quelque chose de plus calme, l'indifférence peut-être, ou juste la compréhension paisible que leur opinion de moi n'a jamais été la vérité. Ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Une fille qui n'était pas l'enfant doré, qui ne correspondait pas à leur définition étroite du succès. Ils n'ont jamais vu ce qui était vraiment là. Une fille qui était intelligente, capable et déterminée, qui avait juste besoin que quelqu'un croie en son potentiel. Je suis devenue cette personne pour moi-même. Et les jours où je doute de moi, quand le syndrome de l'imposteur s'insinue et murmure que je n'ai pas ma place dans ces espaces académiques, je pense à cette lycéenne de première effrayée passant le SAT en secret. Je pense à ces lettres d'acceptation que j'ai imprimées et étalées sur la table à manger. Je pense à ma connexion à mon portail Princeton ce premier semestre et avoir 4.0. Je pense à mon frère essayant de supprimer mon avenir et comment je l'ai construit quand même. C'est ça le truc avec les gens qui vous sous-estiment. Ils pensent qu'ils fixent le plafond de votre potentiel. Mais en réalité, ils révèlent juste les limites de leur propre imagination. Ma famille ne pouvait pas m'imaginer à Princeton, donc elle n'a pas cherché de signe que j'y avais ma place. David ne pouvait pas gérer la réalité que je l'avais surpassée, alors il a essayé de me tirer vers son niveau. Mais je n'étais pas définie par leurs limitations, je l'ai jamais été. Je suis Dr Emma maintenant, ou je le serai dans 3 ans quand je finirai ma thèse. Je suis l'auteur d'articles académiques et d'essais créatifs publiés. Je suis l'assistante d'enseignement qui reçoit des mots de remerciement d'étudiants, disant que j'ai changé la façon dont ils se voient comme écrivain. Je suis tout ce que ma famille a dit que je ne pouvais pas être, et je l'ai fait malgré eux, pas grâce à eux. C'est ça la vraie victoire. Pas leur prouver qu'ils avaient tort, même si ça fait du bien aussi,
mais me prouver à moi-même que leur doute n'a jamais été la preuve de mes limitations, juste la preuve de leur incapacité à voir clairement. Si vous lisez ceci et que vous êtes la sous-estimée de votre famille, celle que l'on a écartée ou négligée ou comparée défavorablement à un frère ou sœur enfant doré, je veux que vous sachiez quelque chose. Leur doute n'est pas votre destin. Leurs faibles attentes ne sont pas votre plafond. C'est vous qui décidez qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Ce ne sera pas facile. Ce n'est pas été pour moi. Il y a eu souvent des nuits où j'ai voulu abandonner, tant de moments où je me suis sentie écrasée par le poids de devoir constamment me prouver. Mais de l'autre côté de cette lutte se trouve une vie que vous avez construite vous-même, un succès que personne ne peut diminuer parce que vous avez gagné chaque morceau. Votre famille ne s'excusera peut-être jamais. Elle ne reconnaîtra peut-être jamais pleinement ce qu'elle a fait ou comment elle vous a fait sentir. Ce n'est pas important. Vous n'avez pas besoin de leur validation. Vous ne l'avez jamais eu. Vous aviez juste besoin de votre propre conviction, votre propre détermination, votre propre volonté de parier sur vous-même quand personne d'autre ne le ferait. J'ai parié sur moi-même et j'ai gagné. Vous pouvez le faire aussi. Je m'appelle Emma. J'étais la fille que ma famille a sous-estimée, la sœur que mon frère a essayé de saboter, l'étudiante à qui on a dit d'être réaliste sur l'IUT, et j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de l'université de Princeton avec une bourse complète, malgré avoir menté l'orientation, malgré avoir commencé en retard, malgré tout ce qui était contre moi. Parce qu'au bout du compte, la seule personne qui doit briller en votre potentiel, c'est vous. Tous les autres rattraperont ou seront laissés derrière. J'ai choisi d'avancer, et je n'ai jamais regardé en arrière.